Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Mahamat Idriss Déby sort du silence. Le président tchadien de la transition s'est exprimé pour la première fois depuis sa prise de fonction en avril dernier. À la suite de ses propos, le doute s'installe sur la tenue de la transition dans le délai imparti. La République démocratique du Congo s'arme pour combattre les fléaux du détournement de fonds et de la corruption qui font perdre des milliards de dollars chaque année à l'État. Une nouvelle feuille de route sur la transformation numérique vient d'être élaborée. Et à un mois du lancement des Jeux Olympiques de Tokyo, l'heure est à la promotion des disciplines de cette compétition internationale en Côte d'Ivoire. La première édition du Siakado, un tournoi de judo destiné aux jeunes, a connu un réel succès. Détail à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, un nouveau rapport de l'ONU vient accabler les miliciens russes en Centrafrique. Un document de 38 pages livré par les experts indépendants des Nations Unies condamne les agissements des miliciens russes. Ce rapport confirme les violations du droit humanitaire international ainsi que les multiples assauts sur les civils, les ONG, les casques bleus et le personnel de l'ONU. Ce document confirme aussi la présence de 500 à 2000 instructeurs russes en Centrafrique, des allégations que les diplomates russes niaient catégoriquement jusqu'à présent. Le délai de la transition sera-t-il respecté au Tchad? Le doute s'installe après la prise de parole du président de la transition, Mahamat Idriss Déby. La première prise de parole depuis son entrée en fonction en avril dernier. Dans une interview accordée à un hebdomadaire panafricain, Mahamat Idriss Déby a soumis à condition la réussite de la transition de 18 mois. Mais pour l'opposition, la réussite de la transition passera avant tout par un dialogue inclusif, un sujet de Nathalie Mauve. Nous sommes partis pour 18 mois et notre souhait est de ne pas aller au-delà. Mais il y a deux conditions pour que ce délai soit respecté. Ces propos du président de transition laissent planer l'idée d'une prolongation du délai de la transition. Pour Mahamat Déby, l'organisation des élections en novembre 2022 devra passer par un consensus au sein du peuple tchadien, mais aussi par le maintien des relations entre le Tchad et ses principaux partenaires financiers. Ces deux conditions ainsi que ces propos mis côte à côte dénotent d'une certaine volonté de ne pas respecter les délais pour l'organisation des élections, et vu que les élections sont considérées comme étant une des conditions qui montrent qu'un peuple a le libre choix de ses dirigeants, c'est-à-dire qu'une démocratie est vivante, qu'une démocratie fonctionne normalement, on peut dire que la construction de la démocratie tchadienne a de l'eau dans le gaz. Même si la sortie du président de la transition au Tchad, Mahamat Déby, suscite des interrogations, il a maintenu que le Conseil militaire de transition n'a pas vocation à confisquer le pouvoir. Il a également précisé que les membres du CMT ne se présenteront pas aux futures élections présidentielles et législatives, réaffirmant ainsi un engagement pris devant le peuple. S'il faut demander aux Tchadiens dans leur grande majorité s'ils sont d'accord ou pas pour le CMT, personne n'est d'accord pour ça, mais c'est une situation de fait. Et alors, maintenant, c'est à eux aussi d'œuvrer pour que cette confiance qui a été quelque peu arrachée pour leur donner soit méritée. Le Conseil militaire de transition du Tchad est en place pour une durée de 18 mois renouvelable une seule fois, alors que la nomination d'un Conseil national de transition qui devra faire office d'organe législatif est attendue. L'opposition tchadienne appelle à un dialogue inclusif, garant, selon elle, de la reconstruction du pays. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, un député a été arrêté le 27 juin et inculpé pour outrage au président. Il s'agit de Jean Bosco Assamba, issu de la coalition Union Sacrée. Il y a 2 mois, ce dernier avait critiqué le chef de l'État à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. N'ayant pas répondu à une convocation de la police datant du 12 juin, ce dernier a été appréhendé par le service de renseignement. Les proches de Jean Bosco Assamba dénoncent
dénonce une répression politique. Notons qu'il s'agit de la première fois qu'un homme politique est inquiété par la justice militaire depuis la mise en place de l'état de siège en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La mise en place de cet état de siège a été instaurée depuis le 6 mai, rappelons-le. Une nouvelle feuille de route a été mise sur pied en République démocratique du Congo. Il s'agit de la transformation numérique. Ce programme, élaboré par les experts du secteur, devrait aider le pays à combattre les détournements de fonds publics ainsi que la corruption, deux fléaux qui font perdre plus de 15 milliards de dollars chaque année à l'État congolais. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Faire du numérique la clé du développement en République démocratique du Congo, c'est la vision du gouvernement qui a inscrit le programme de transformation numérique comme étant l'un des axes prioritaires de son action. Ce programme, qui vient d'être élaboré, permettra d'asseoir le développement dans tous les secteurs socio-économiques. Nous soulignons l'impact majeur que produira la concrétisation de la feuille de route sur les axes essentiels du développement de notre pays, que sont l'amélioration de la gouvernance de l'État, la lutte contre la corruption, bien évidemment, l'amélioration du climat des affaires, mais surtout la mobilisation des recettes de l'État. Selon plusieurs études, la fraude, la corruption et les détournements font annuellement perdre à la République démocratique du Congo plus de 15 milliards de dollars. Pour de nombreux observateurs, le programme de la transformation numérique apparaît comme étant la piste idoine pour arrêter cette hémorragie qui met l'économie du pays à genoux. C'est qu'on va lutter contre la corruption. On va essayer de réduire autant que possible le nombre de fraudes et de corruptions qui se font au niveau de l'administration publique. Et on va essayer de faire parler, de communiquer directement avec le gouverné. C'est-à-dire qu'il y a une communication directe entre les gouvernants et les gouvernés au travers le paiement des taxes. C'est dans cette optique que le gouvernement de la RDC, à travers le ministère du numérique, a réuni à Kinshasa du 23 au 25 juin 2021 plusieurs professionnels et experts du secteur en vue de doter le pays de ces programmes. Avec une population estimée à 100 millions d'habitants et ses diverses opportunités économiques, la transformation du numérique apparaît de l'avis de certains experts comme étant la voie obligée pour l'émergence de la RDC. Le Cameroun s'engage dans la valorisation des déchets. La commune de Tchan, située dans la région de l'Ouest, vient de se doter d'une usine de tri de déchets semi-autonome, une première du genre en Afrique subsaharienne. Coût de l'opération, 800 millions de francs CFA. Les précisions de Viviane Baoken et Ruth Moussi. Voici le premier centre de tri modulaire installé au Cameroun. D'une capacité de traitement de 1000 tonnes par mois, cette infrastructure est une initiative de la commune de Tchan, région de l'Ouest, dans son projet de valorisation économique de déchets. D'un coût total de 800 millions de francs, cette infrastructure de traitement des déchets apporte une bouffée d'oxygène aux agriculteurs sur le coût d'achat des engrais chimiques évalué à 25 000 francs pour 50 kg contre 2 000 francs pour le compost bio. Parce que n'oublions pas que nous sommes en train de promouvoir ici l'économie verte, l'économie circulaire, et nous sommes en train de créer des emplois parce qu'il est bon que vous sachiez que nous avons deux plateformes de compostage, celle d'Engui et celle de Sinté où nous sommes, qui emploient globalement près de 100 personnes. Ça signifie que nous travaillons dans le cadre de la création d'emplois, dans le cadre de la création de revenus. Et c'est la mission qu'on nous a confiée dans cette ville en opérant le choix sur nous, c'est-à-dire les populations. Techniquement, le centre de tri modulaire est constitué de 9 conteneurs. Les déchets sont acheminés par un convoyeur dans une trémie. Les déchets qui passent entre les mailles du trommel sont majoritairement composés de la fraction organique. Les résidus non passants, composés des matières recyclables et non valorisables, sont triés manuellement sous une table de tri par 12 opérateurs. Au niveau du tri, parce que la machine, les épisodios sont convoyés sur une table de tri. Et cette table de tri-là est compartimentée
pour permettre de faire un tri sélectif. Et d'où l'avantage de pouvoir séparer les plastiques, le carton et la partie biodégradable. Évidemment, nous on envisage donc, grâce à cette machine, de transformer le carton en charbon écologique. Ça va apporter une plus-value à ce projet. Et également de transformer le plastique en 2 produits, dont l'un sera les pavés écologiques. Et le second produit que nous visons, c'est de faire du biocarburant. Donc ça, c'est ce qui est mis en perspective et ce que nous pensons que la machine va véritablement apporter comme un avantage sérieux. Selon des estimations des responsables communaux, 9 000 tonnes de déchets ménagers sont traités par an dans la ville du Tchang. L'ambition derrière cette usine de tri est de favoriser le développement local grâce à des rendements agricoles de qualité. Allons à la rencontre à présent d'une danseuse professionnelle qui exerce en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Jenny Mézil et associe son art aux actions sociales. Cette chorégraphe franco-haïtienne est la fondatrice du festival annuel Afrique Urban Art qui a pour but de rassembler et d'unir. Son portrait est à découvrir avec Ange Noménio. Jenny Mézil est une artiste dans l'âme, une danseuse professionnelle accomplie. L'utilisation de son art lui permet non seulement d'exprimer ses émotions, mais également d'impacter son entourage. C'est ce qui l'a conduit d'ailleurs à prendre un certain nombre d'engagements au sein de la société. Quand il y a eu des problèmes en Haïti, des problèmes politiques, je suis venue à Paris et je me suis dit c'est le moment de me professionnaliser parce qu'en temps j'avais fait pas mal de compagnies de danse au pays, de danse traditionnelle, de modern jazz. J'ai trouvé que la danse traditionnelle ne me donnait pas beaucoup de possibilités parce qu'il fallait parler de l'ancestralité, de ce qui est passé, alors que je vivais des choses fondamentalement et émotionnellement puissantes. Pour moi, c'était vraiment important de me positionner dans une démarche artistique et pour que je puisse m'exprimer, quoi. Et la danse contemporaine donne cette possibilité de parler de ce que tu vis, de ce que tu ressens, avec toutes les émotions qui en peuvent découler. Et c'est dans ce contexte que le festival de danse contemporaine Afrique Urban Art est né. Ce programme qui se déroule tous les ans vise à rassembler les amoureux de la danse autour d'un même espace. Cette année, il aura lieu du 9 au 11 juillet 2021 en Côte d'Ivoire et aura pour thème « Ne suis-je pas femme ?» une manière de rendre un vibrant hommage à la gente féminine. Nous sommes à la 8e édition et j'ai initié ce festival avec mon équipe en 2012, juste après la guerre et la grande crise politique que la Côte d'Ivoire a connue. Et je me suis dit, il faut, les artistes, tout le monde est parti, soit au Mali, au Burkina, nanana, on attend que ça se calme. Et il fallait que j'initie un projet phare, quelque chose qui peut vraiment rassembler les gens et les pousser à s'y reconnaître et à s'engager, à recommencer à voir l'avenir. Le festival de danse contemporaine Afrique Urban Art se tient tous les ans. Jenny Mézil, qui en est la promotrice, se bat pour l'expansion de cet art qui est très souvent négligé. Les sports olympiques sont à l'honneur en Côte d'Ivoire à moins d'un mois du début des Jeux olympiques de Tokyo qui débuteront le 24 juillet. Et plusieurs jeunes ont opté pour la voie de la souplesse, c'est-à-dire le judo. Ils étaient une centaine à participer à la première édition du tournoi Siakado dans la capitale ivoirienne. Retour sur cet événement avec Ange Noménio. Le judo n'a jamais attiré autant de monde en Côte d'Ivoire. Les jeunes pratiquants des différents clubs ont pris part à ce tournoi qui fait la promotion du sport olympique. Et pour cette première édition, il faut dire que le suspense était au rendez-vous. Se prépare dans la catégorie poussée garçon. La coupe de la fondation Siakado a donc réussi son pari, celui de réunir près d'une centaine de pratiquants autour du sport. Les jeunes pratiquants se sont bien défoulés et la compétition était bien à la hauteur des objectifs visés. Je suis très satisfait du déroulement de cette compétition. C'est une première fois que j'organise cette compétition et je suis très satisfait. J'ai vu qu'il y a eu 7 clubs présents, les clubs de Cocody et Bingerville. Et il y a 125 enfants qui étaient présents
pour cette compétition. Je pense que c'est un pari gagné pour une première organisation et on va s'améliorer pour l'année prochaine. À force d'avoir le stress, maintenant je suis contente d'avoir remporté cette médaille et puis je fais honneur à ma famille. Je suis déçue et satisfaite parce que j'étais beaucoup pressée à gagner. Je me suis amusée comme tout le monde me dit, mais j'ai réussi à avoir une médaille et c'est déjà bon. La Fondation Siakado offre une multitude d'activités sportives dédiées aux enfants. Sa fonction principale sera de former les plus jeunes à devenir de véritables compétiteurs pour l'avenir du sport ivoirien. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.